Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Guillaume Berthe. Bonjour Guillaume. Bonjour Fred. Ça va bien? Très bien. Bon, je vous présente. Vous êtes chef de projet surveillance industrielle et environnementale des gaz à l'IFP Énergie Nouvelle. Et vous êtes venu avec une voiture un petit peu spéciale qu'on va découvrir dans cette émission. Une voiture, je dirais, qui a du flair. Ça marche? Exactement. C'est aussi le nom du projet, Flair. C'est bien trouvé, hein? Exactement. Parce qu'elle est très très étonnante, cette voiture. Pour résumer, hein, elle est capable de sentir, allez, moi je dis les moindres odeurs. Vous allez me reprendre, vous allez dire les gaz, mais les odeurs. Les gaz et les odeurs. D'accord. Qui sont suspectes en ville, à la campagne, un petit peu partout. Vous allez nous expliquer tout ça en détail, mais c'est ça le principe? Exactement. D'accord. Voilà, et donc avec une mascotte qui est le tamanoir aussi, hein, dans le projet Flair, puisque c'est donc le tamanoir qui est un fourmilier, donc qui a un très grand nez, Ah ouais. et une queue en panache. Et comme dans le projet, on fait de la détection jusqu'à la modélisation de panache. Voici notre C'est le mascotte. symbole. Voilà. D'accord. Alors actuellement, merci beaucoup parce que vous vous prêtez à une expérience en direct. Actuellement, la voiture est en train de se diriger vers les côtes, vers le bord de mer de Saint-Brieuc. Exactement. C'est ça. Et alors aujourd'hui, on espère que les résultats seront négatifs quand même, mais on va aller traquer quoi exactement? Quand on a appris que l'émission se passait donc à Saint-Brieuc, on s'est dit on va saisir l'opportunité et parler des algues vertes. Donc c'est un sujet qu'on connaît assez peu, mais par contre on sait qu'elles émettent des gaz nauséabonds, des gaz dangereux. Ouais. Et donc ce qu'on développe dans le projet Flair sont capables de mesurer ces molécules. Donc voilà, on va regarder ce qu'on peut observer dans la baie de Saint-Brieuc. Ouais. Des gaz à effet de serre et des molécules un peu plus dangereuses qui est par exemple l'H2S. D'accord. Et on va garder un œil sur cette voiture tout au long de l'émission. Bien sûr, tout à l'heure, on va en parler beaucoup plus en détail, mais parce qu'en plus, on peut la suivre à la trace depuis notre studio. Voilà. Donc, et on peut avoir les informations. Vous allez voir, c'est un dispositif quand même qui est vraiment innovant. Je vous laisse vous mettre en contact avec votre équipe. Et on commence cette partie d'émission sur l'environnement et la santé. Et nous allons bien évidemment nous intéresser à ces maladies émergentes que l'on appelle des zoonoses, malheureusement d'actualité avec la pandémie de la Covid-19. Alors pour en parler, on se rend tout de suite au centre Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes de l'INRAE. C'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et là-bas, nous retrouvons Gwenaëlle Vourche. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes directrice de recherche à l'unité mixte épidémiologie des maladies animales et zoonotiques. Est-ce que vous pouvez nous dire ou nous rappeler ce que sont les zoonoses et nous donner peut-être quelques exemples? Alors, les zoonoses, ce sont des maladies qui sont dues à des bactéries, des parasites, des virus, qui se transmettent entre les animaux et les humains. Mais ça peut être dans le sens animaux-humains, mais aussi dans l'autre sens, humains-animaux. D'accord. Alors, quelques exemples. La rage, que vous devez connaître. Donc, c'est un virus qui se transmet du chien à l'homme. Et les humains se contaminent quasiment exclusivement par morsure, enfin, par une morsure de chien, par l'animal. Mais il y a d'autres zoonoses qui ont évolué et où finalement l'animal a été la source de l'infection pour les humains, mais ensuite les agents pathogènes, les bactéries, les virus se transmettent indépendamment des animaux. Et le spectre, donc à l'autre côté du spectre de la rage, on a typiquement l'exemple de la Covid, qui est d'origine animale, mais en fait maintenant pour la transmission dans les populations humaines, elle n'a plus besoin de cet animal d'origine qui serait les chauves-souris. Donc on a vraiment, le rôle de l'animal peut être encore très important ou intermédiaire avec des relances d'épidémies par l'animal et des épidémies interhumaines, donc une transmission qui commence à être interhumaine plus ou moins importante, et jusqu'à avoir des transmissions interhumaines sans l'intervention du tout d'animal, mais là on parle plus de maladies d'origine zoonotique. D'accord. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec la tique qui transmet la maladie de Lyme. On prendra le temps d'en parler avec vous puisque c'est une de vos spécialités. Vous vous consacrez aux zoonoses depuis un certain nombre d'années comme d'autres chercheurs, mais est-ce que vous avez été surprise
par, comment dire, la fulgurance, l'ampleur de cette crise. Oui, ça, il faut pas se le démentir. Même si, en travaillant sur les zoonoses et sur le risque des maladies émergentes, des nouvelles maladies qui augmentent en intensité, en nombre de cas, en distribution, j'ai vraiment été sidérée par l'ampleur de cette crise, par finalement sa rapidité aussi de diffusion. Et puis son impact complètement sidérant sur toutes nos vies à l'échelle de la planète, partout, quasiment en même temps. Et je pense qu'il y a peu d'événements qui ont un tel impact. Pour prévenir ces maladies émergentes, vous défendez une approche une santé, One Health, qui est cette approche qui commence vraiment à se développer. Alors, c'est probablement une très bonne idée, ou un concept, mais concrètement, comment les scientifiques peuvent mettre ça en place? On peut rappeler ce que c'est, d'ailleurs, ce concept, qui soit que la santé humaine est indissociable de la santé de notre environnement. Oui, voilà, une seule santé, c'est pas non plus un concept très nouveau, mais c'est vrai que là, il prend d'autant plus de signification dans le contexte de la crise actuelle. C'est l'idée que notre santé dépend de la santé de notre environnement, des écosystèmes et la santé des animaux. Parce que finalement, c'est de reconnaître que l'humain est un être vivant et qu'il évolue dans un système d'êtres vivants. Donc, il a été développé dans les années 2000 et ensuite au niveau international, il y a une prise de conscience dans les années 2010 avec un mouvement qui incluait l'OMS, la FAO et puis l'Organisation mondiale de la santé des animaux, et maintenant actuellement aussi avec le programme environnement de l'ONU. Et le programme Alors Prozod. concrètement, oui, oui, on peut en parler aussi. C'est un programme de recherche. Là, je parlais institutionnel, voilà, du point de vue institutionnel. Mais peut-être avant, je vais vous donner quelques exemples de comment, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour des scientifiques ou même après pour la société d'avoir cette approche One Health. Oui, allez-y. On peut parler justement, en plus, ça va être, je pense, les thèmes de l'émission, des effets de la pollution. Parce que finalement, la pollution, quand on perturbe les fonctionnements de nos écosystèmes et on met des molécules qui peuvent être toxiques dans l'environnement, ça a un impact sur la santé humaine. Un exemple aussi qu'on prend pas mal dans le concept One Health, c'est la résistance aux antibiotiques. Et on a des études il y a plusieurs années quand les antibiotiques étaient encore utilisés dans les facteurs de croissance de l'élevage, où on a retrouvé des résistances de ces antibiotiques dans les élevages. C'était un exemple des élevages de porcs, donc ça c'était entre guillemets logique. On en a retrouvé dans l'environnement, mais également chez les éleveurs qui s'occupaient de ces porcs et finalement chez les familles de ces éleveurs-là. Donc on voit que vraiment tout est lié, on ne peut pas non plus tout séparer, faire des compartiments entre les différentes choses. D'accord. Et puis les zoonoses qui sont vraiment aussi un sujet cœur dans les approches One Health, puisque on voit vraiment le lien entre la santé animale et humaine par la transmission de ces agents pathogènes. Et on estime que 75% des nouvelles maladies, des maladies qui émergent en augmentant le nombre de cas de façon importante, sont d'origine zoonotique, viennent des animaux. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. On va vous retrouver tout à l'heure. On va vraiment, vous travaillez sur la tique et la maladie de Lyme. On prendra le temps de développer pour bien voir le processus, justement, comment se déroule cette zoonose. Voilà. Et pour continuer sur ce sujet des zoonoses, je vous propose maintenant de nous rendre en Afrique australe. Et je vous emmène plus exactement au Zimbabwe. Alors comme c'est un pays lointain et que la connexion est parfois capricieuse, nous avons enregistré cette séquence à l'avance et nous allons partir à la rencontre de 3 scientifiques. D'abord Eve Miguel, chercheuse en écologie et épidémiologie à l'IRD, Hervé Fritz, directeur de recherche au CNRS, et Vladimir Grosbois, chercheur au CIRAD. Écoutez-les. Bonjour Eve Miguel, bonjour Hervé Fritz et bonjour Vladimir Grosbois. Alors vous êtes dans un très joli décor, vous êtes où exactement ? Nous sommes au Zimbabwe, à la périphérie du parc national de Hwange, proche de la station de recherche où nous faisons nos recherches depuis de nombreuses années. Alors,
pour étudier donc l'impact de la biodiversité, du changement climatique et aussi des activités humaines, vous avez donc lancé un projet qui s'appelle le projet Humani. Quels sont les 3 principaux objectifs de ce projet, Ève ? Donc le projet Humani a démarré l'an dernier pour une durée de 5 ans. C'est un projet collaboratif avec les universités du Zimbabwe, les services vétérinaires et les parcs nationaux du Zimbabwe, mais aussi la recherche française avec du coup voilà le CNRS, le CIRA de l'IRD, et un partenariat aussi avec le Royaume-Uni, avec l'Imperial College et l'université de Oxford. Donc toutes ces compétences ont été mises ensemble pour pouvoir décrire la transmission et les dynamiques des maladies infectieuses au sein de la population sauvage, mais aussi au sein de la population domestique, du bétail, principalement les vaches et les chèvres, ici au Zimbabwe, et du coup le risque d'exposition aux hommes en termes de zoonose. Nous avons la chance de travailler dans un écosystème principalement du coup sur des ongulés, des grands herbivores, où il y a une grande diversité d'hôtes sauvages, et nous essayons de comprendre le rôle de chaque espèce dans une dynamique infectieuse. Quelles sont les espèces ou le groupe d'espèces réservoirs, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'amplifier et de transmettre les pathogènes sans apport extérieur, mais également le rôle très peu étudié des espèces qu'on appelle relais, qui vont pouvoir réceptionner, être sensibles à un pathogène, l'amplifier, mais dans de moindres mesures, avec voilà ce qu'on appelle une infectiosité moins importante, mais pour tout autant jouer un rôle assez important dans la transmission de maladies, notamment avec le lien avec les populations domestiques en périphérie. Et donc, c'est toute cette chaîne de transmission que nous voulons décrire par 3 axes. Un axe écologique qui va vraiment décrire le comportement des espèces. Un axe épidémiologique qui va essayer de trouver de façon non invasive des méthodes pour détecter dans le temps et dans l'espace les maladies infectieuses, avec notamment une maladie mortelle d'intérêt économique au Zimbabwe, la maladie de la fièvre afteuse, mais également un volet important sociologique pour comprendre les patrons d'utilisation de l'espace par les populations locales ou encore les stratégies d'acteurs de gouvernance. Donc si je comprends bien, vous allez aborder la question de façon très globale avec ces 3 grands piliers. Concrètement, comment vous allez faire sur le terrain pour justement étudier cette transmission, aller auprès des populations, etc. Comment vous allez faire concrètement? Est-ce que vous avez 1 ou 2 exemples à nous donner? Oui, voilà, nous allons mettre des colliers GPS chez la population sauvage qui nous permet de voir le volume, l'espace que ces animaux utilisent. Nous allons faire des comptages à certains points. Alors, il faut savoir que là où nous nous trouvons, en fait, les hubs de transmission que nous appelons sont très certainement les points d'eau, puisque du coup, dans un système de savane, l'eau est extrêmement structurante des interactions. Donc, nous allons beaucoup travailler autour des points d'eau pour décrire ces interactions, ces contacts entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Et enfin, pour pas être invasif dans nos prélèvements, nous allons essayer de détecter les pathogènes, certainement à partir de fécès d'animaux sauvages. Et pour ce qui concerne les animations autour de ce qui est l'aspect plus sociologie, nous allons travailler autour de workshops, de questionnaires, d'animations, qui peut être du théâtre forum, du jeu. Donc là, on est vraiment dans la construction pour construire les meilleurs outils de dialogue entre les populations. D'accord. Alors Vladimir, le changement climatique joue aussi un rôle dans l'apparition des zoonoses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Tout à fait. Le changement climatique va modifier l'aire de distribution de certains organismes, et en particulier, c'est le cas pour les organismes qui sont des vecteurs de maladies. Ce sont donc des insectes comme des moustiques ou des tiques qui vont transporter les virus ou les bactéries responsables des maladies entre les hôtes. Et ce qu'on constate dès à présent, c'est que l'aire de distribution de ces insectes change rapidement avec le changement climatique, et donc des populations qui étaient jusqu'alors non exposées à certaines maladies deviennent exposées à ces maladies. D'accord. Les activités humaines jouent aussi un rôle. Quel est ce rôle justement? Les activités humaines jouent un rôle très important également, en particulier les transports de personnes ou les transports de marchandises qui s'intensifient dans nos sociétés modernes et qui permettent en particulier aux pathogènes de pouvoir diffuser à très large échelle très rapidement.
Et c'est ce qu'on a vu, bien évidemment, avec le virus du Covid-19, qui a très rapidement eu une distribution mondiale du fait de ces transports qui s'intensifient. Il y a aussi, évidemment, la densité humaine, qui est de plus en plus importante puisque la taille de la population humaine augmente. Et enfin, on a aussi les activités humaines sur l'habitat, en fait, et le fait que l'agriculture va de plus en plus se développer dans des zones qui auparavant étaient occupées par des espèces sauvages, et donc qui vont mettre en contact les hommes avec des environnements avec lesquels ils n'étaient pas en contact auparavant, et donc de nouveaux pathogènes. Eve nous l'a dit tout à l'heure, donc le projet est parti pour une durée de 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est important de faire ces travaux de recherche sur une durée importante comme ça? Quand on travaille sur les socio-écosystèmes, comme Eve l'a souligné, c'est-à-dire sur les interactions entre la nature et la société, entre la biodiversité et les hommes, les mécanismes de réponse ne sont pas instantanés. On peut voir une réponse sur un temps moyen ou sur un temps long, et donc la présence sur le terrain, l'engagement dans l'observation sur le long terme nous permet de détecter le signal d'une adaptation sociétale à une contrainte, par exemple, climatique, ou une réorganisation de la biodiversité à une contrainte humaine. Et puis après, il y a une dimension partenariale. On ne construit pas des partenariats avec les partenaires scientifiques, mais surtout avec les communautés locales et les porteurs d'enjeux locaux sur des temps courts. Ça permet d'avoir une vraie plus-value lorsqu'on communique les résultats et lorsqu'on échange les savoirs. Et on espère, à terme, de permettre une évolution et des pratiques et potentiellement des politiques publiques en fonction des résultats que nous aurons trouvés dans nos programmes. Très bien. Bon, bah écoutez, merci Hervé, merci Eve, merci Vladimir, merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on retrouve tout de suite Fred en plateau. Oui, merci pour ces témoignages depuis le Zimbabwe, et on va retrouver également Gwenaëlle Bourche en direct et en duplex depuis le centre de recherche de l'INRAE à Clermont-Ferrand. J'aimerais bien, Gwenaëlle, qu'on parle de ce travail de recherche que vous faites depuis longtemps sur la tique qui transmet la maladie de Lyme. C'est donc une zoonose, elle la transmet aux humains, mais aussi aux animaux. Est-ce que vous voulez bien nous décrire déjà cette petite bête? Oui, parce qu'en plus, je vais être aidée, puisque les tiques font partie de la classe des arachnides, et donc sont avec les araignées. Vous voyez, elles ont 4 paires de pattes, oui. Et donc ce n'est pas un insecte. Les insectes ont 3 paires de pattes. Oui. Voilà, alors dans le monde, il existe 900 espèces et une quarantaine en France. Et donc là, la photo que vous avez vue, c'est l'espèce principale qui transmet la maladie de Lyme en France, qui s'appelle Ixodes ricinus, son petit nom. D'accord. Et voilà, elle se nourrit de sang sur les animaux et les humains. Ah, c'est ça, j'allais vous le dire. Elle nous pique, nous, elle pique les animaux. Elles viennent même se mettre dans la peau, c'est pour se nourrir du sang. Elles sont hématophages. C'est ça, elles sont hématophages, c'est leur nourriture, et elles se nourrissent principalement sur les animaux, et quand elles rencontrent un homme, comme on est aussi un animal, oui. Elles se nourrissent sur nous aussi. D'accord. Est-ce qu'il y en a partout en France? Alors, de cette espèce-là, elle est distribuée partout en France dans les milieux favorables, sauf le pourtour méditerranéen où il fait trop chaud pour cette espèce. Elle a besoin un peu d'humidité et s'il fait trop sec et trop chaud, elle ne peut pas se maintenir. On ne la trouve pas tellement en altitude non plus. Alors voilà, il faut à la fois qu'il fasse un peu humide, mais un peu chaud, mais pas trop, et pas trop froid non plus. Et donc en altitude, au-dessus d'une certaine altitude, elle peut plus se maintenir. Mais on voit avec l'évolution des températures qu'on a tendance à la retrouver de plus en plus haut en altitude. D'accord. Alors, la tique peut transmettre la maladie de Lyme à condition elle-même de porter une bactérie. Ça veut dire concrètement que toutes les tiques ne transmettent pas forcément la maladie de Lyme. Ça, on pourra en reparler tout à l'heure de cette petite bactérie. Mais d'abord, expliquez-nous
c'est quoi la maladie de Lyme et quels symptômes? Alors, la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est due à des bactéries, donc ça vous l'avez dit, du groupe des Borrelia burgdorferi. Bon, bref, il y a une vingtaine d'espèces là-dedans, et il y a environ 5 qui sont pathogènes pour les humains. Et les signes, un des premiers signes peut être ce qu'on appelle un érythème migrant, c'est une tache rouge qui augmente au cours du temps, qui apparaît entre 3 et 30 jours environ après la piqûre, et ensuite qui disparaît. Et si la maladie n'est pas traitée, on peut avoir des atteintes neurologiques, articulaires et puis dermatologiques. Ça veut dire que ça peut se révéler 30 jours après une balade en forêt? Oui, l'érythème migrant ne paraît pas forcément tout de suite. Donc, il faut pouvoir penser à une piqûre de tique et être vigilant un certain nombre de temps après avoir été piqué. Mais ça peut aller jusqu'à des paralysies partielles des membres? Oui, les atteintes neurologiques peuvent avoir des paralysies. On parle de paralysie faciale, par exemple, de paralysie plus localisée, dans les formes plus avancées de la maladie. D'accord. Alors, toute les tiques, on le disait tout à l'heure, ça se traite aussi quand même, il faut quand même rassurer les gens, il y a un traitement antibiotique. Oui, ça se traite très bien quand on le diagnostique tôt. Oui. D'accord. On le disait tout à l'heure, toutes les tiques ne transmettent pas, il faut qu'elles soient porteuses d'une bactérie, c'est ça? Oui, les tiques, quand les tiques naissent, en fait, elles ne sont pas infectées. Et ensuite, elles se nourrissent sur un animal qui, s'il est infecté, elles s'infectent et à ce moment-là, elles se nourrissent 3 fois dans leur vie, les tiques. Et donc, à l'occasion du 2e ou du 3e repas sanguin, elles peuvent transmettre l'infection si elles sont infectées. Mais quand elles sont tout petites en état de larve, elles ne sont pas infectées. Donc, c'est à l'état de nymphe et adulte qu'elles peuvent être infectées et là, transmettre l'infection à un humain. D'accord. Vous faites des campagnes pour les prélever directement avec un grand drap. C'est ça, c'est la technique. Vous le faites dans plusieurs endroits. Est-ce que la densité de tiques infectées augmente, se stabilise? Qu'est-ce que vous pouvez constater? Oui, on a des méthodes vraiment high-tech pour la collecte de tiques, avec juste un drap sur la végétation. En fait, j'aurais du mal à répondre à votre question parce que c'est très dur. On n'a pas des études standardisées sur un grand nombre d'endroits depuis très longtemps. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'on semble avoir une augmentation des populations de tiques en général. Et après, pour ce qui est des tiques infectées, dans le temps, on n'a pas assez de recul pour pouvoir répondre précisément. D'accord. Bon, en tout cas, il est hors de question de les éradiquer, parce qu'elles sont très utiles et précieuses pour les écosystèmes. Mais donc, la seule solution, c'est quoi? C'est d'apprendre à vivre avec? Oui, puis on n'arriverait pas à les éradiquer, même si on le voulait. Donc, c'est d'apprendre à vivre avec et finalement de mettre en place une gestion écologique et donc vraiment, un des axes sur lesquels on travaille beaucoup, c'est la prévention, pour que les gens soient conscients du risque, du danger d'être piqué par une tique et de se protéger, de se prévenir et de réagir en conséquence. D'accord. Mais alors, pour s'en protéger, bien évidemment, il faut avoir des informations. Et là, c'est intéressant parce que vous avez mis en place une application qui s'appelle CITIC, c'est ça? Et racontez-nous comment ça se passe. Je trouve que le système est assez intéressant. C'est un peu donnant-donnant entre chercheurs et citoyens. Voilà, c'est un programme de sciences participatives qui a été mis en place en 2017 par 2 de mes collègues à Paris et à Nancy. Et après, voilà, maintenant je suis impliquée dans le programme qui s'appelle CITIC et qui s'appuie sur des sciences participatives avec une application qui s'appelle Signalement Tic et qui permet à tout à chacun de signaler les piqûres de tiques. Et donc, avec cette application, on peut ainsi avoir une idée de l'ampleur des piqûres de tiques, des signalements de piqûres de tiques sur l'ensemble de la France, et on peut ainsi commencer à comprendre où se situe, où est-ce qu'il y a plus de piqûres, pourquoi. Ouais. Et en plus, associé à ces signalements de tiques, on propose aux gens d'envoyer les tiques. Donc depuis 2017, il y a eu plus de 70 000 signalements de piqûres de tiques, 50 000 environ sur l'homme et plus de 15 000 sur les animaux. Oui. Et on a reçu plus de 17 000 tiques.
D'accord. Et donc ça, c'est un outil exceptionnel pour la science à cette échelle française pour pouvoir analyser les pathogènes dans les tiques. Concrètement, moi je me fais piquer par une tique, je peux le signaler sur l'application, dire exactement où j'étais, je vous donne toutes ces infos-là et en plus je mets la tique dans quoi? Dans une petite boîte, je l'enveloppe dans du... je sais pas, et je l'envoie au laboratoire, c'est ça? Voilà, c'est tout expliqué sur l'application. D'accord. En fait, vous mettez la tique dans un petit mouchoir, un sopalin. Ensuite, vous scotchez ce mouchoir, mais pas la tique directement, dans une enveloppe. Vous l'envoyez à l'adresse qui est indiquée sur l'application. Si vous n'avez pas de smartphone, il y a aussi sur Internet ou par papier. Ouais. Et ensuite, on les reçoit au laboratoire à Nancy et ils sont stockés dans des congélateurs pour être analysés ultérieurement. D'accord. Donc, et vous renvoyez éventuellement les analyses aux personnes qui vous les envoient en disant non. Ensuite, on renvoie pas des analyses individuelles parce que ça n'a pas de sens épidémiologique. Mais par contre, on fait des analyses à l'échelle de la France. Et ça, c'est quand même un outil exceptionnel pour aborder ces questions-là. D'accord. Alors, grâce à cette application, justement, vous avez réussi à avoir des informations, c'est-à-dire qu'il y a une petite tendance au déplacement de la tique. Alors, grâce à cette application, on a surtout compris quelque chose qu'on ne savait pas au départ, c'est que les gens signalent des piqûres dans le milieu de prédilection de la tique, qui sont les forêts, à 50%, et 30% sont dans leur environnement de résidence, leur environnement privé. Et ça, les campagnes de prévention étaient surtout construites sur les milieux forestiers. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des piqûres aussi qui ont lieu dans l'environnement proche. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que cet environnement proche, de le caractériser pour aller étudier ce risque-là. Et ça veut dire qu'il y a une apparition, ou du moins on n'imaginait pas, par exemple, qu'il y avait autant de tiques en milieu urbain? Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une apparition, ça veut dire que les humains sont particulièrement dans ces milieux-là, donc passent plus de temps, et qu'il y a un certain nombre de milieux qui sont de l'ordre du résidentiel, mais qui sont propices aux tiques. Mais comme les personnes se sentent en sécurité dans ces milieux-là, puisque c'est chez elles, peut-être qu'elles font moins attention. Alors que quand elles vont en forêt, elles savent qu'après, elles doivent se vérifier si elles ont des tiques, elles font des gestes de prévention. Mais dans l'environnement de résidence, pas forcément. D'accord. Et ensuite, grâce à ce programme, effectivement, on peut aussi demander à ce que les gens nous remontent des signalements de piqûres qui peuvent être aussi d'autres espèces. Et c'est ainsi qu'on peut aider à voir la progression de nouvelles espèces de tiques qui remontent plus vers le nord de contexte méditerranéen. Où ça, par des études par ailleurs, on sait que des tiques qui sont plus adaptés à des milieux chauds et subdésertiques commencent à remonter maintenant vers le nord. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je rappelle, c'est l'application CITIC. Et si on veut vous aider, vous, scientifiques, pour que vous ayez le maximum d'informations, il faut que nous, on vous envoie les tiques qui nous piquent. On n'oubliera pas. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Voilà, on va faire une petite pause pour le moment, une petite pause pour parler passion. Tout de suite, parlons passion avec la CASDEN, banque coopérative de la fonction publique. Moi ici, dans le laboratoire, je vais étudier des éléments, radioactifs ou non, toxiques ou non, des polluants, des contaminants, et essayer de deviner leur devenir dans l'environnement. Un exemple très simple, au début, quand la couche d'ozone disparaissait, on ne savait pas pourquoi elle disparaissait, donc il a bien fallu étudier quel est le polluant qui est néfaste, et donc c'est celui-là qu'on va essayer de limiter dans l'industrie, etc. C'est primordial à court terme pour le grand public, et c'est primordial à long terme pour l'humanité, parce que une espèce qui fait des déchets ne peut pas survivre. En tout cas, ça n'existe pas dans l'histoire de la Terre. Donc il faut qu'on résolve ça. Et ça, c'est une grande satisfaction. Même les plus petites découvertes, le fait de savoir que ça fait partie maintenant du bien de l'humanité, parce que la connaissance, c'est un bien de l'humanité, ça, c'est une grande satisfaction. C'était Parlons Passion avec la CASDEN. Et si les problèmes de surpoids et d'obésité n'étaient pas
uniquement alimentaire, génétique, mais aussi lié à l'environnement et notamment au milieu social dans lequel on vit. Pour en parler, on va se rendre à Villejuif, c'est tout près de Paris, pour rencontrer Barbara Eudes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargé de recherche en santé publique à l'INSERM. Vous pilotez un projet soutenu par l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle End Obesity et qui cherche à connaître les facteurs qui, au cours des 1000 premiers jours de vie, favorisent le développement de l'obésité de l'enfant. Vous allez nous expliquer tout ça, mais dites-nous d'abord, l'obésité infantile, c'est devenu un problème de santé publique important? Oui, alors ça fait plusieurs années, voire décennies qu'on en parle. L'obésité infantile, c'est tout simplement une surcharge pondérale importante, un excès de masse grasse chez l'enfant qui est dû à, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand même à un déséquilibre de la balance énergétique, c'est-à-dire plus d'apports que de dépenses qui sont stockées sous forme de graisse. Et ça peut avoir des conséquences importantes sur la santé de l'enfant, sa santé immédiate, donc sa qualité de vie, ses rapports sociaux, mais aussi sur celle de l'adulte qu'il va devenir, car des enfants en surpoids ont un risque élevé de devenir des adultes en surpoids ou obèses. Et indépendamment de ça, ils peuvent aussi développer des maladies chroniques comme le diabète de type 2 par exemple. D'accord. Comment menez-vous votre enquête? Quelle est votre démarche scientifique? Parce que c'est une enquête extrêmement vaste. J'allais dire, vous avez la chance de disposer d'une cohorte importante. Alors, non seulement d'une cohorte, mais plusieurs. Beaucoup de cohortes. Ouais. donc, c'est un projet. Alors, je ne sais pas moi qui le coordonne, je suis partenaire d'un projet européen coordonné par les Pays-Bas. Et donc, avec 6 partenaires qui ont toutes des démarches communes et qui les mettent en commun, qui les partagent pour donner plus d'impact au projet, et qui reposent sur 2 outils principaux en recherche en santé publique, qui sont les cohortes d'une part et des essais d'intervention d'autre part, donc j'y reviendrai après. Et donc une cohorte, c'est quoi? C'est un groupe de personnes dont on suit le développement et la santé au cours du temps. Et nos travaux dans le domaine donc, des 1000 jours de la santé précoce des individus repose sur des cohortes dites mère-enfant ou des cohortes de naissance, c'est-à-dire qu'on suit les enfants dès leur naissance, voire même dès la période de la grossesse. Oui, c'est important à préciser, parce que vos 1000 jours, à vous, ils commencent quand? Alors, les 1000 jours, donc c'est ce concept dont on commence quand même à entendre un petit peu parler en France, notamment avec la commission des 1000 jours du gouvernement qui s'est déroulée ces dernières années. Ça vient d'un concept qui s'appelle les origines développementales de la santé, sur lequel travaille notre équipe depuis bientôt 20 ans maintenant, et qui considère que c'est une période clé pour le devenir de la santé des individus. C'est une période donc, qui démarre à la conception, tout simplement. D'accord. Et jusqu'à environ les 2 ans de l'enfant. D'accord. Et c'est vraiment considéré comme une période de susceptibilité majeure vis-à-vis des facteurs de l'environnement pour les trajectoires de santé. Donc vous observez les femmes enceintes, bien sûr, et puis les enfants ensuite jusqu'à environ 2 ans. Quels sont les facteurs justement auxquels vous vous intéressez? Alors, dans ces cohortes, ce sont des cohortes très généralistes. Donc, dans notre équipe, on coordonne deux cohortes, la cohorte EDEN et la cohorte ELF. Toutes 2 s'intéressent à un ensemble très, très vaste de facteurs de l'environnement et de comportement, et à un ensemble très, très vaste de facteurs de santé, pas uniquement au surpoids. Mais pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le surpoids, on peut s'intéresser à des facteurs qui vont
du comportement individuel, vraiment, est-ce que je vais manger trop ou pas assez, est-ce que je vais me dépenser ou pas, jusqu'à des facteurs de plus en plus éloignés, de plus en plus contextuels, mais qui vont quand même avoir en cascade une conséquence sur mes comportements et qui peuvent être des facteurs de l'environnement, du quartier, donc l'environnement bâti. Est-ce que je peux marcher? Est-ce que je peux utiliser une poussette dans mon quartier? Est-ce que je peux faire du vélo? Est-ce que mes enfants peuvent aller jouer au parc? Donc ce sont des facteurs très larges et on essaie d'évaluer une gamme la plus large possible de tous ces facteurs qui peuvent influencer les comportements en lien avec la balance énergétique, donc qui va favoriser plus ou moins le stockage. Excusez-moi, on est obligé de résumer un peu pour tout raconter. On ne peut pas raconter tout. Mais ce qui est important, c'est que vous constatez en fait que, si j'ose dire, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, c'est-à-dire que l'obésité infantile est variable en fonction des milieux sociaux. Oui, alors c'est une maladie multifactorielle et le facteur social est un facteur majeur. Pourquoi, on constate en effet... Oui, dites-nous ce que vous constatez précisément. On a montré dans nos cohortes notamment que la croissance du poids et de la taille des enfants était très différente très tôt dans la vie, dès la naissance en fait, en fonction du niveau d'études des mères par exemple. Et donc on voit qu'il y a ce qu'on appelle dans notre jargon un gradient social du surpoids qui s'installe dans les premiers mois de vie, dans les premières années de vie. Et qui, ce sont les inégalités sociales de santé qui se construisent très très tôt dans la vie des individus. C'est un sujet extrêmement sensible parce qu'il faut pas. C'est difficile de généraliser. Il ne faut pas forcément stigmatiser. Donc il faut y aller vraiment très très prudemment. J'imagine quand on fait ce genre d'enquête, quels sont les comportements malgré tout que vous observez qui pourraient encourager cette obésité infantile? Oui, alors il y a des candidats quand même qu'on commence à bien connaître sur les comportements, comme l'alimentation ou la pratique d'activités physiques qui sont eux-mêmes très socialement différenciés. Donc, mais dans le domaine des 1000 jours, on a identifié par exemple que les enfants nés de mères en surpoids ou de mères qui fumaient pendant la grossesse avaient un risque plus élevé de développer un surpoids eux-mêmes. Et donc, ce sont des facteurs qu'on appelle modifiables sur lesquels on souhaiterait intervenir. Mais comme vous le dites, c'est quand même très délicat de ne pas toujours faire porter la responsabilité sur les mères. Et donc, les messages de santé publique et les recommandations doivent toujours faire attention à ça pour que la culpabilisation ne fasse pas partie du message. Est-ce que l'obésité se détermine vraiment à la petite enfance ou ça peut arriver beaucoup plus tard? Oui, malheureusement, à tout âge, on peut développer une obésité, bien sûr. À partir du moment où on fait face à un déséquilibre prolongé de cette fameuse balance énergétique. Donc si on consomme plus que ce qu'on dépense, si on arrête de faire une activité physique, si on se met à changer nos habitudes alimentaires, les individus, comme vous l'avez dit, sont inégaux face à ce déséquilibre. Certains auront des prédispositions génétiques qui vont faire que le moindre déséquilibre va leur faire stocker. Mais ce qu'on étudie avec cette thématique des 1000 jours, c'est qu'il pourrait y avoir des événements ou des facteurs d'environnement pendant la grossesse ou les 2 premières années de vie qui pourraient aussi constituer une prédisposition plus tard, bien plus tard, même à l'âge adulte. D'accord. Donc, vous étudiez quand même beaucoup de facteurs, savoir si les enfants peuvent jouer dehors, quelle est la distance de l'espace vert le plus proche, il y a plein de choses comme ça. Est-ce qu'ils font du sport à l'école? Pour les un peu plus âgés, est-ce qu'ils mangent équilibré à l'école? Est-ce qu'ils habitent, par exemple, près d'un fast-food? Ça change aussi peut-être les choses un petit peu. Donc, vous étudiez tout ça. La finalité de ces recherches, ce sont des messages de santé publique à faire passer, c'est ça votre travail, la finalité? Alors oui
des objectifs, c'est bien sûr de mieux préciser les messages de santé publique. Vous êtes déjà au courant, voilà, et je pense que les décideurs le sont aussi. Il y a toute une liste de facteurs qui sont maintenant bien connus, sur lesquels il faudrait pouvoir intervenir pour modifier favorablement les comportements individuels. Mais surtout, il faudrait qu'on arrive à faire prendre conscience des difficultés qu'il y a à faire passer ces messages, et notamment que si on se contente de les distiller à l'ensemble de la population sans discernement, cela peut avoir tendance à accroître les inégalités sociales. Ah oui ? Pourquoi ? Parce que les familles les plus aisées socialement et à l'aise culturellement arriveront à intégrer ces messages, à changer leur comportement, à modifier leurs habitudes de vie, pour suivre ces recommandations. Mais plus difficilement les familles vulnérables socialement, car elles rencontrent de nombreux freins qui peuvent être économiques, culturels ou autres, et qui va les empêcher en quelque sorte d'arriver à intégrer ces messages et à adopter de nouveaux comportements. Donc il faut que vos études aussi soient entendues par des décideurs. Ça permettrait aussi ça leur permettrait d'orienter des politiques sanitaires adaptées notamment aux personnes vulnérables. C'est ça. Oui, et c'est notamment aussi l'objet de l'autre volet de notre méthodologie, qui est l'approche interventionnelle en santé publique. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de poser des questions et d'observer ce qui se passe, mais on va essayer de faire passer ces messages. Et donc, l'étude interventionnelle qui est coordonnée dans mon équipe par ma collègue Sandrine Lioré a pour objectif d'augmenter la consommation de fruits et légumes des enfants à 2 ans, tout simplement. Mais elle va viser les familles qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les familles en situation de vulnérabilité sociale. Et c'est une intervention très complexe parce qu'elle repose sur de nombreux acteurs de terrain. Et c'est important, ça a été aussi dit tout à l'heure, mais dans la recherche sur le terrain, de se reposer sur le tissu social, le tissu associatif local. D'accord. Et donc c'est une étude qui va accompagner ces familles, les aider à intégrer les messages et à changer leur comportement. D'accord. Pour terminer, Barbara Eudes, on rappelle qu'on peut retrouver toutes vos recommandations sur le site 1000 premiers jours. 1000 premiers jours, c'est très simple. Vous allez sur ce site, vous avez toutes les recommandations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On est désolé, c'est toujours un petit peu court. Vous savez, il faut qu'on donne la parole à tout le monde parce que c'est la fête de la science. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez. Merci. Merci. C'est parti pour la séquence émotion. Alors aujourd'hui dans cette séquence émotion, j'espère bien vous surprendre. On ne peut pas parler d'environnement sans bien sûr parler des tardigrades, ces petits arthropodes microscopiques qui ne mesurent pas plus d'1 millimètre de long, survivent à des températures vraiment proches du zéro absolu, donc autour à peu près de moins 270 degrés, tout comme des chaleurs supérieures à 100 degrés. Ils supportent le vide de l'espace, mais ils vont également supporter des rayonnements, des doses de rayonnement qui nous seraient probablement mortelles. Bref, ce sont des champions de la survie dans tous les environnements possibles. Dès que ça devient un peu difficile pour eux, ils se mettent en cryptobiose, qui est un peu comme une pause métabolique, qui leur permet d'en ressortir parfois même des dizaines d'années plus tard, lorsque l'environnement est plus favorable. Alors, c'est pas ça mon histoire. Moi, je vais vous parler de 2009, la sonde Bereshit, qui avait emporté des tardigrades à bord, entre autres, et qui devait atterrir sur la Lune, s'est malheureusement écrasé. Alors, la question qui se pose, c'est les tardigrades qui étaient à bord de la sonde ont-ils survécu ? Eh bien, la recherche surprenante de la journée, c'est cette équipe de chercheurs qui a voulu poser cette question et qui a voulu répondre à cette question. Ils ont pris des tardigrades en cryptobiose, donc l'état dans lequel ils étaient dans cette sonde, et ils les ont mis dans des balles creuses. Ces balles ont ensuite été tirées à des vitesses croissantes dans un pistolet spécialement conçu pour les expériences de physique.
Ils ont vu que ces tardigrades pouvaient survivre à des vitesses d'impact jusqu'à environ 3200 km/h et des pressions de choc qui pouvaient aller jusqu'à 1,14 gigapascal, ce qui est énorme. Malheureusement, on sait que la pression du choc qu'a subi Bereshit contre la Lune était probablement bien plus importante que ça. Donc ils en ont conclu que ces pauvres petits tardigrades n'avaient probablement pas survécu à l'impact. Surprenante ces petites bestioles, non ? Ouais, vraiment, merci beaucoup Élodie, parce que c'est un sujet qui est vraiment passionnant et qui est un objet de curiosité pour les scientifiques. Hein. Vraiment, les tardigrades, regardez ça, c'est vraiment intéressant. On poursuit notre enquête sur les effets néfastes de l'environnement sur la santé. On va tout de suite retrouver notre nouvelle invitée qui se situe au centre de recherche de l'Université Grenoble-Alpes, dans le département de l'Isère, bien entendu. Bonjour Valérie Siroux. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes directrice de recherche INSERM en épidémiologie respiratoire à l'Institut pour l'avancée des biosciences à Grenoble. Alors ensemble on va s'intéresser au lien entre certains polluants et notre santé, mais tout d'abord je voudrais qu'on parle d'un certain type de maladies, les maladies chroniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et comment elles évoluent actuellement ? Alors, effectivement, les pathologies chroniques, ça fait référence aux maladies cardiovasculaires, au diabète, aux différents cancers, aux maladies respiratoires chroniques notamment, et d'autres, bien sûr, qui s'ajoutent à cette liste. Ces pathologies chroniques, en fait, on fait actuellement face à une épidémie de ces pathologies chroniques. Ouais. Et pour illustrer cela, on peut prendre un petit peu l'évolution des causes des décès au cours du temps. Si au début des années 1800, on constate que la plupart de la population décédée d'issues de pathologies infectieuses, actuellement, il est estimé que près des 3/4 de l'ensemble des décès dans le monde sont attribuables à ces pathologies chroniques. Un revirement de situation. Alors les sources de ces pathologies chroniques, elles sont multiples. Hein. Il y a des facteurs génétiques et environnementaux, ça on le sait, mais des résultats récents suggèrent vraiment que le rôle de l'environnement pourrait être particulièrement important. Ces résultats, c'est le premier, le fait qu'on a eu une évolution vraiment de ces pathologies chroniques importantes sur une fenêtre de temps relativement courte. Ouais. Si on prend l'exemple de l'asthme, la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas d'asthme dans la population, elle a doublé, voire triplé entre les années 1950 et 2000. Une telle augmentation ne peut pas résulter de facteurs génétiques et donc pointe vraiment du doigt le rôle de l'environnement. Et puis l'autre chose, c'est que pendant cette même période, au cours des 2 derniers siècles, on a affaire à vraiment une transformation profonde de la société, notamment avec l'industrialisation, qui fait que l'environnement auquel on est exposé est beaucoup plus complexe et diversifié, hein, notamment si on pense aux polluants chimiques. Et aussi nos habitudes ont été modifiées, nos habitudes de vie et notamment nos habitudes alimentaires. D'accord. Alors, la particularité de vos travaux de recherche, c'est que vous vous focalisez pas sur un seul facteur environnemental, mais plutôt sur plusieurs en même temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'exposome, c'est bien ça ? Oui, effectivement. C'est-à-dire que jusque-là, ce qu'on a beaucoup fait, c'est regarder un facteur environnemental, et puis ensuite on en regardait un autre, et puis ensuite encore un autre, ce qui est très bien, hein, ce qui permet de caractériser un petit peu le rôle de chacun de ces facteurs environnementaux sur la santé. Mais en fait, ça colle pas vraiment à la réalité. Ouais. Quand on travaille sur le tabac, on ne peut pas réduire l'individu à son statut tabagique, fumeur, non-fumeur, à côté du tabagisme. Il a un certain type d'alimentation, il boit plus ou moins de l'alcool, il a une activité physique plus ou moins importante. Et donc tout cela, ce serait aussi important de pouvoir le prendre en compte. Et puis aussi, comme je vous le disais, ces pathologies chroniques, en fait, elles ont une étiologie particulièrement multifactorielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on sait que ce n'est pas dû à un seul facteur, mais plutôt à un ensemble de facteurs qui, pris ensemble, vont avoir un rôle sur la santé. J'imagine qu'en plus, mis ensemble, peut-être que certains facteurs peuvent faire un effet cocktail, devenir plus important, ou on peut aussi assister à ça si on les prend tous en compte.
Tout à fait, c'est une hypothèse tout à fait pertinente, c'est-à-dire de penser que certains facteurs environnementaux, pris isolément, n'ont peut-être pas vraiment d'impact sur la santé, mais le fait qu'ils soient combinés avec d'autres facteurs potentiellement à risque font qu'ils deviennent des facteurs, ça potentialise leur effet en fait, et ils deviennent particulièrement néfastes pour la santé. D'accord. Alors, pour suivre l'impact de ces facteurs environnementaux, vous faites des suivis médicaux de centaines de personnes, donc de cohortes, comme l'a un peu expliqué tout à l'heure Barbara Eudes. Quelle cohorte vous avez suivi? C'est la cohorte CEPAGE, c'est ça? Quel était l'objectif? Alors effectivement, les cohortes, le principe, c'est de pouvoir suivre dans le temps une population. Donc la cohorte CEPAGE, c'est une cohorte qui a été mise en place dans l'agglomération grenobloise, qui avait pour objectif d'évaluer l'impact de l'exposition à la pollution atmosphérique, aux perturbateurs endocriniens sur la santé de l'enfant. Et en particulier, on s'est intéressé à la croissance de l'enfant, à sa santé respiratoire et au neurodéveloppement. Et donc, je tiens ici, en fait, à en profiter pour remercier vraiment tous les Français qui participent aux différentes cohortes que l'on met en place et qui participent par ce biais-là vraiment à faire avancer la recherche épidémiologique. C'est vraiment notre outil de base, nous, pour travailler. Et donc, voilà, je tenais à en profiter pour remercier vraiment tous ceux qui participent à ces cohortes. Ça leur prend du temps. Mais sans ça, en fait, on ne pourrait pas faire les travaux que l'on fait. D'accord, le message est passé. Alors, dans cette étude, vous l'avez dit, vous vous êtes intéressé aux perturbateurs endocriniens. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est quand même? Alors, les perturbateurs endocriniens, il s'agit de polluants chimiques qui sont en fait omniprésents dans notre environnement, auxquels on est exposé à travers différentes sources. Ça peut être à travers les produits cosmétiques, ça peut être à travers des choses qui sont dans le mobilier, à travers la nutrition. Donc, vous voyez de multiples sources et qui vont impacter, qui vont mimer en fait des hormones et qui font impacter par ce biais-là le mécanisme endocrinien. Et puis qui peuvent aussi avoir d'autres impacts, d'autres effets sur la santé. On sait par exemple qu'ils peuvent aussi agir sur différents mécanismes liés à l'allergie, par exemple. D'accord. Alors vous l'avez dit, on les trouve un petit peu partout. Donc comment finalement on fait pour suivre ça dans le temps sur cette cohorte? Alors effectivement, vouloir caractériser l'exposition aux perturbateurs endocriniens, si on s'intéresse à la source, c'est extrêmement compliqué puisqu'il y a vraiment des sources multiples, c'est vraiment omniprésent dans notre environnement. Donc, la façon de faire, c'est de travailler avec finalement des biomarqueurs. Des biomarqueurs, c'est-à-dire c'est des tracés de ces différentes expositions que l'on trouve par exemple dans les urines. Donc nous, on recueille les urines de ces femmes enceintes, plusieurs urines pour avoir une meilleure estimation de l'exposition, et on va mesurer des biomarqueurs, c'est-à-dire des tracés de l'exposition à ces perturbateurs endocriniens qui passent à travers les urines. D'accord. Alors vous êtes intéressé aussi à la pollution de l'air. Là, vous n'avez pas donc le même problème puisqu'il n'y a finalement qu'une seule source, c'est l'air qu'on a autour de nous. Mais il y a quand même une difficulté. Quelle est cette difficulté ? Alors effectivement, évaluer la pollution de l'air, ce que l'on fait beaucoup jusqu'à présent, c'est de prendre le domicile des sujets et puis d'évaluer à partir de modèles d'exposition qui existent les niveaux de concentration de différents polluants, comme on le voit ici sur la carte, du sujet sur son domicile. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que chaque individu ne passe pas tout son temps au domicile. Et donc, on voit bien qu'on a des petites erreurs dans ce cas-là, dans l'estimation de l'exposition aux polluants de l'air. Donc, ce que l'on a fait dans la cohorte CEPAGE, c'est qu'on a fait porter des capteurs personnels, en fait, vraiment individuels. Donc, les femmes enceintes portaient des capteurs qui permettaient de mesurer les concentrations de certains polluants, mais en continu, c'est-à-dire on les mesurait quand elles étaient à domicile, mais aussi quand elles prenaient les transports en commun ou dans sa voiture, et puis enfin sur le lieu du travail ou quand elles font leurs courses, ce qui nous permet donc d'être au plus près vraiment de l'exposition personnelle et donc de caractériser plus précisément les niveaux d'exposition auxquels elles sont exposées. D'accord. Vous êtes intéressé à quel polluant particulier dans l'air ? Alors, on s'est intéressé aux particules, au dioxyde d'azote notamment, qui sont des polluants qui sont particulièrement à risque pour la santé. D'accord. Alors, pour l'instant, la cohorte CEPAGE n'est pas terminée, hein, l'étude se poursuit encore ? Effectivement, là, on est en train de faire le suivi des 5 ans des enfants. D'accord. Alors, j'avais quand même une question parce que c'est difficile finalement d'être sûr
que tel facteur, par exemple les polluants de l'air ou alors tel perturbateur endocrinien, est vraiment la cause d'une maladie? Comment on fait vraiment ce lien de causalité? Alors, vous avez raison, c'est-à-dire que les études épidémiologiques observationnelles que sont les cohortes, elles permettent de faire des corrélations statistiques. On fait juste observer, on recueille de l'information et sur la base de toutes les informations recueillies de la vraie vie de la population, on fait des corrélations pour voir par exemple si les enfants qui développent un asthme ne seraient pas les enfants qui étaient particulièrement exposés à une pollution de l'air aux particules dans la petite enfance. Donc, on fait des corrélations statistiques et on montre ou pas des associations statistiques. Et donc là, il faut être prudent dans l'interprétation parce que passer de ces interactions statistiques à une causalité, eh ben, ça nécessite des travaux un petit peu supplémentaires. Alors, il y a 2 formes de travaux supplémentaires qu'on peut citer. C'est déjà de répliquer, de reproduire des résultats dans d'autres cohortes à travers le monde. Et là, on se dit que si cette même association statistique se retrouve en différents points du monde, vraisemblablement, il y a quelque chose de fort dans cette association, donc ça peut être potentiellement plus causal. Et puis l'autre chose, c'est d'utiliser les données biologiques existantes et de rechercher en fait des mécanismes biologiques qui sont montrés par les toxicologues comme étant des conséquences des facteurs environnementaux auxquels on s'intéresse et qui, en parallèle, sont aussi associés aux mécanismes physiopathologiques des maladies auxquelles on s'intéresse. Donc on trouve, l'idée c'est de chercher des mécanismes biologiques qui font le lien, la plausibilité biologique de l'association statistique entre environnement et santé. D'accord, donc finalement c'est un véritable travail d'enquête et vous réunissez un faisceau d'indices qui conduisent à trouver la solution. Alors pour l'instant l'enquête n'a pas révélé tous ses secrets, mais à terme est-ce qu'elle pourrait servir à mieux protéger la population ? Effectivement, nous, ces travaux, et exactement comme le disait Barbara Eudes, c'est la prévention derrière. Notre objectif, c'est vraiment de prévenir le développement des pathologies et ne pas faire le pompier une fois que le feu est embrasé, mais plutôt d'éviter vraiment le déclenchement des pathologies. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir. Alors, comment on fait, comment nos résultats sont utiles dans ce contexte-là? On peut citer 2 exemples. Ça peut aider la réglementation, orienter la réglementation. Et dans ce cas-là, prenons comme exemple la pollution de l'air. La pollution de l'air, il y a une réglementation européenne pour les polluants à ne pas dépasser, des niveaux de pollution à ne pas dépasser pour la population. Et ces réglementations européennes, elles dépendent de recommandations de l'OMS qui dérivent directement des résultats scientifiques, épidémiologiques que nous mettons en évidence. Et d'ailleurs, ces recommandations de l'OMS viennent d'être révisées la semaine dernière pour justement prendre en compte les nouveaux résultats épidémiologiques qui montrent qu'en dessous des seuils qui étaient fixés jusque-là, on a toujours des impacts de la pollution de l'air sur la santé. Il n'y a pas vraiment d'effet en dessous duquel ce serait protecteur. Donc voilà par exemple ce que l'on fait. Très bien. Mais écoutez, oui, alors malheureusement je suis désolé, on pourrait en discuter encore longtemps, mais effectivement on va aller faire un petit tour maintenant en voiture. Alors merci Valérie Sirou de nous avoir expliqué ça. Merci à vous. Merci. Et je vous propose d'aller faire un petit tour en voiture maintenant avec Fred et son invité. Oui, merci beaucoup. Alors, un petit tour en voiture, une voiture un petit peu particulière quand même, Guillaume Berthe. Je rappelle, Guillaume, que vous êtes chef de projet surveillance industrielle et environnementale des gaz à l'IFP Énergie Nouvelle. Et on expérimente ensemble aujourd'hui, enfin vous, je sais que vous êtes en phase d'essai avec cette voiture régulièrement, mais nous, ça nous intéresse beaucoup. On se livre à une petite expérience. Donc, cette voiture est actuellement sur la route. Cette voiture, elle s'appelle Flair. C'est ça. Flaircar. Le concept général, c'est quoi? Elle est capable de détecter des gaz. Alors l'idée, c'était de détecter les gaz justement pour la qualité de l'air, donc dans différents environnements. Donc ça a commencé dans l'environnement industriel, bien sûr, pour détecter la moindre petite fuite, toujours dans le contexte du réchauffement climatique, aller traquer la moindre émission de gaz à effet de serre. Et puis maintenant, le projet a pris de l'ampleur avec des molécules associées au gaz à effet de serre. Et c'est comme ça qu'on a descendu nos seuils de détectabilité grâce à la Flairbox qui est dans la Flaircar. Vous me disiez que, à l'origine, vous faisiez un lien entre le réchauffement climatique et puis le projet, il est né de ça en fait et du CO2.
Mais c'était lié à quoi? Au stockage du CO2, c'est ça? C'est pour ça? Comment c'est né le projet? Exact. Ah, oui. Avec l'augmentation des gaz à effet de serre, donc CO2, méthane dans l'atmosphère, la communauté scientifique a eu l'idée, en tout cas, de stocker le CO2 en couche géologique profonde. Ouais. Et voilà, donc c'est à partir du moment où on décide de stocker ce CO2, il faut surveiller. Il faut le surveiller. Voilà, donc il faut traquer la moindre petite fuite. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'est né le projet. Mais aujourd'hui, cette voiture, elle peut détecter beaucoup de choses. Exactement. Donc, on a différentes molécules. Hein. Donc, on s'est aussi intéressé au milieu industriel, donc avec, par exemple, le méthane chez les stockeurs de gaz, hein, les distributeurs de gaz. Et par exemple, une molécule associée, puisque le méthane est une molécule qui n'a pas d'odeur. Oui. Donc, on ajoute une molécule odorante à ce gaz pour donner l'alerte en cas de fuite. Et donc, nous, on est capable de détecter cette molécule. Donc, c'est une molécule qu'on sent à très faible teneur dans l'atmosphère. Ouais. L'analyseur qu'on développe à IFPEN est capable de sentir cette molécule au ppb. Donc mais il y a différentes origines de méthane, par exemple. Exactement. Alors, est-ce que votre voiture Flair, elle est capable de distinguer? Oui. Saint-Brieuc est un bon exemple, par exemple, puisqu'il y a les fameuses algues vertes hein, qui prolifèrent dans la baie de Saint-Brieuc, mais il y a aussi les tas de fumier. Qui sont nombreux ici, on l'a vu tout à l'heure, il y a des porcheries, et donc c'est des environnements qui produisent du gaz à effet de serre. Mais par contre, il faut, dans le cadre de remonter à la source et de différencier les différentes sources, il faut qu'on regarde les molécules associées. Donc il y a eu pendant très longtemps l'isotopie, donc c'est comment on arrive à distinguer deux molécules de méthane en fonction de son isotope. Et donc nous on s'est intéressé aux molécules associées. Donc par exemple un gaz thermogénique, un gaz qui provient des hydrocarbures, a toujours de l'éthane avec lui, donc avec un ratio connu à peu près de 4%. Le fumier n'a pas d'éthane, par exemple. Par contre, il va avoir des molécules de biodégradation de la matière organique, comme les thiols. Voilà, donc, si on donne pour le public, parce qu'il y a des termes un petit peu compliqués. Bon, par exemple, on va donner quelques exemples, mais la voiture, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut détecter le THT. Le THT, c'est cette molécule que l'on met dans le gaz de ville, exactement. Finalement, pour le sentir. Pendant très longtemps, c'est plus connu sous le nom des mercaptans, mais donc maintenant en France, on stocke avec du THT. Donc s'il y a une fuite de gaz de ville, on ne sait pas trop où c'est parce que ça ne se voit pas, on utilise la voiture et on arrive à la localiser. Exact, oui. D'accord. Des molécules malodorantes aussi, comme les molécules un peu soufrées, quoi. Les molécules soufrées sont des molécules qui sentent pas bon, mais c'est pas les seules. Il y a les molécules ammoniaquées. Saint-Brieuc connaît ça aussi, je pense, avec les algues vertes. Quoi d'autre Elle peut respirer le sol. Elle respire le sol. Pour les fuites diffuses, par exemple dans le cas d'un stockage géologique de gaz, on passe avec la voiture autour des puits et on regarde s'il n'y a pas de problème autour de ces puits. C'est quoi son nez? Son nez, c'est les capteurs qu'il y a dans la voiture. Donc il y a un capteur dédié aux molécules carbonées, donc des lasers infrarouges. Et puis donc le capteur qui est développé à IFPEN, qui est un spectro UV large gamme, qui permet d'ouvrir le panel de molécules. D'accord. Alors, elle est équipée également d'une station météo? Oui, forcément, puisque comme derrière, on veut savoir où est le panache et le modéliser, et aussi trouver la source de la fuite, on a besoin des données météo pour faire cette modélisation. D'accord. Elle est équipée d'un spectromètre infrarouge, c'est ça qui permet de détecter... Il y a le laser infrarouge, donc ça c'est pour les carbonés, donc CO2, CH4, éthane, et puis l'isotopie, donc c'est vraiment pour les molécules avec du carbone. D'accord. Et puis l'autre capteur qui est dans la Flarebox, qui est un spectromètre UV. Donc la voiture a tous ses équipements et en plus, on peut recevoir les informations en direct. On la suit à la trace. On peut voir ça? Oui. Alors, voilà. Les petits points bleus, là tu dézoomes. Je dézoome, voilà. Donc on est dans la baie de Saint-Brieuc, je me dépêche. Ouais. Ah voilà, Illon, on reconnaît. Et donc là, on se rapproche du parcours de la voiture. Donc là, mes collègues sont en train de faire des mesures en direct. Ouais. Donc là, on a une couleur bleu clair, donc on suit la molécule de méthane. Là, vous cherchez la molécule de méthane. De méthane, puisqu'on est en baie de Saint-Brieuc. On se dit que potentiellement, avec les algues vertes, on peut avoir des émissions de méthane. D'accord. Donc voilà, donc je me mets à peu près à la teneur atmosphérique, qui est 1,9. Et je vais réduire le... Voilà. Et quand c'est bleu
ciel comme ça, bleu très clair, c'est quoi? Bleu très clair, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Ah bah c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour les habitants de Saint-Brieuc. Ce matin, donc parce que l'équipe est arrivée ce matin à Saint-Brieuc, donc on a réalisé quelques mesures dans la baie. Donc ça, c'est des exemples de mesures qu'il y a eu ce matin. Donc rien d'alarmant. Le rouge est là justement pour exacerber les potentielles fuites. C'est quoi justement le rouge? Et ben là, c'est la molécule de méthane, donc il faudra aller voir précisément ce qu'il y a dans cette zone. Donc là, c'est aussi le visuel avec soit la caméra ou le nez des chauffeurs dans la voiture et voir ce qu'il y a dans cet environnement. Mais également, donc là, il y a méthane et CO2, donc une mesure de ce matin. Il y a une campagne qui a été faite aussi depuis le gîte, donc pour arriver à Saint-Brieuc. Et il me semble que si on zoome dans cette zone, il doit y avoir une ferme. Voilà. Ouais, d'accord. Donc là, c'est quoi là? Qu'est-ce que vous avez détecté? Donc là, c'est du méthane, mais bon, c'est 2,45, c'est 1,9 ppm dans l'atmosphère. Donc c'est pas alarmant. Voilà. Donc c'est juste un contributeur de gaz à effet de serre. Vous êtes vraiment très précis. On va aller rejoindre vos collègues Frédéric et Philippe qui sont actuellement en voiture. Est-ce que vous nous entendez? Très bien. Bonjour. 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 Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, dites-nous, vous avez peut-être un petit avantage sur nous quand même, quand on est sur le terrain, vous recueillez plus d'informations que nous à distance, même si nous, on en a pas mal quand même. Qu'est-ce que vous avez comme info en plus, vous? Visuellement, on peut s'apercevoir des dépôts de fumier, de la présence de méthaniseurs ou de la présence de fermes qui pourraient expliquer les pics de méthane qu'on mesure lorsque l'on roule. C'est-à-dire que vous avez, vous, une confirmation directe des informations que vous donne la voiture? Exactement. Avec la tablette, on a en direct des mesures qui apparaissent sur ce qu'on est en train de mesurer. On vous voit passer. On a la visualisation de ce que l'on mesure, en fait. Mais c'est vrai qu'après, il y a toute une série de post-traitements qui nous permet de confirmer ce qui a été mesuré, ce qui a été vu grâce aux caméras installées sur le toit, par exemple. D'accord, mais dites-moi, Frédéric, alors d'abord, bonne nouvelle, parce que vous n'avez pas détecté, on était parti enquêter sur les algues vertes, a priori, aujourd'hui, en tout cas, tout va bien, mais comment faites-vous, vous, pour piloter cette voiture? Parce que si on prend l'exemple des algues vertes, le méthane devrait y en avoir absolument partout. Donc, où allez-vous? Et à l'inverse, quand il y a une fuite très précise quelque part, comment vous vous dirigez? Où allez-vous? Bien souvent, en fait, grâce à la tablette qui est à l'intérieur de la voiture, elle nous permet déjà de voir, d'infirmer ou pas la présence de la fuite. Ouais. Et après, grâce à mon collègue Philippe, on peut éventuellement resserrer de façon concentrique au cours d'une fuite ou alors faire des prélèvements d'air pour mesurer ensuite au laboratoire la présence de composés qui nous intéresseraient et qu'on pourrait analyser au laboratoire. D'accord. Voilà. Si jamais une fuite là, vous était signalée, vous pouvez intervenir immédiatement, très vite, quoi. Oui. Alors, après, il faut que nous... c'est une voiture, hein, il faut que ça reste sur des routes carrossables, même si c'est un 4x4. On ne peut pas non plus aller s'inviter chez un industriel, par exemple, s'il ne l'autorise pas. Mais c'est vrai qu'on peut très facilement faire des campagnes de voisinage pour s'assurer que c'est pas lui ou c'est pas quelqu'un d'autre qui pollue, quoi, ou qui sent, en tout cas, qui relargue des molécules odorantes. Ouais. Oui. Merci beaucoup, Frédéric. On va vous laisser travailler quand même tranquillement. De toute façon, n'oubliez pas, on vous suit à la trace. Hein. On a tous vos trajets là. Oui. Merci. Merci, bonne route. Je vous en prie, bonne soirée. Merci. J'ajouterais que le fait de pouvoir détecter à des seuils très 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 bas, hein, donc quasiment au nez, ouais. Ça nous permet de nous mettre loin des sources potentielles de fuite.
Et donc pour retrouver la source, par contre, on est obligé d'user de modélisation, donc de mathématiques. Et donc c'est quelque chose qu'on fait aussi, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure au début. Donc on va du capteur à la modélisation de panache, donc pour trouver la source, mais également qui est impacté par cette source polluante. Montrez-nous des images, par exemple, parce que ça, c'est l'autre volet du projet, c'est de pouvoir modéliser un panache de gaz qui ne se voit pas forcément, mais qui ne se voit pas à l'œil nu, d'ailleurs. Le méthane sans rien, donc s'il y a une fuite de méthane sans l'odorant, on ne peut pas le savoir. Alors là, donc là, c'est un exemple de modélisation de dispersion de panache. Donc on participe à des blind tests, donc on réalise de vraies et fausses fuites. Et puis, donc là, vous avez une vue de dessus d'un site industriel avec ces buildings et une vue latérale. Et on voit donc les couloirs de vent et le panache, comment il se disperse dans l'environnement. Donc là, on est en train de comparer donc, ces mesures de dispersion avec ce que nous, on traque avec la voiture. D'accord. Donc s'il y a un panache comme ça forcément invisible, vous pouvez le détecter et voir la trajectoire, voir s'il est au-dessus d'habitation, très, très concrètement. Non seulement on peut le modéliser, mais en plus on peut quantifier. C'est-à-dire que si un industriel ou des riverains veulent savoir leur exposition, on va chez eux et puis on mesure en direct le taux d'exposition. Les industriels semblent au départ être les premiers intéressés peut-être par ça, mais ça peut intéresser aussi les particuliers. Je pense que les particuliers sont très concernés, surtout quand on parle de qualité de vie et de qualité d'air. C'est très important de connaître son environnement. Et quand on vit à côté d'un site industriel, on a envie de connaître son exposition. Voilà. D'accord. Et les industriels jouent le jeu maintenant aussi, puisque maintenant qu'on est capable de mesurer ces molécules, on fait la mesure. D'accord. Quand est-ce que ce sera parfaitement justement disponible, à votre avis? Il y a encore quelques années de recherche, hein, notamment sur la modélisation, que ce soit remonté à la source ou dispersion de panache. Et puis on peut toujours améliorer le capteur. On réduit sa taille, par exemple. Là, il tient dans une valise à l'arrière de la voiture, mais il va finir donc, dans un sac à dos pour aller au plus proche des sources naturelles, là où la voiture ne peut pas aller. Donc d'ici la fin de l'année, on espère avoir un capteur qui tient dans un sac à dos sur les molécules soufrées. Il faut le réduire, c'est ça? Il faut le réduire, donc il faut toujours être en veille sur les nouvelles technologies et sur la réduction de taille et de poids pour mettre dans un sac à dos ou un drone, par exemple, qui demande des poids plus faibles. D'accord. Je ne sais pas. S'il était équipé du matériel nécessaire, il pourrait très bien détecter du radon. Oui. Oui. Mais il faut le capteur radon. Donc nous, on ne s'est pas intéressé à ce domaine, en tout cas. Donc pour l'instant, on ne s'est pas équipé. Mais s'il y a une demande, on pourrait totalement bénéficier de l'environnement FLAIR, donc avec tout le logiciel web application pour faire de la cartographie radon, par exemple, si un bon analyseur est disponible. Ça tombe très bien parce que justement, nous, on va s'intéresser au radon tout de suite. Et pour parler de ses conséquences sur la santé, on va rejoindre nos prochains invités, direction le pôle santé environnement de l'IRSN à Fontenay-aux-Roses. Bonjour Caroline Vigneault, bonjour Géraldine Yelch. Alors, bonjour. Caroline, vous êtes chargée d'études sur le radon à l'IRSN et Géraldine, vous êtes chef du bureau d'études et d'expertise du radon aussi à l'IRSN. Alors, quand on pense à la radioactivité, on pense souvent aux centrales nucléaires et pourtant il existe de la radioactivité naturelle et sous forme de gaz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce gaz et d'où il provient? On a déjà eu quelques indices avec notre invité précédent. Exactement, donc c'est le radon. Donc le radon, c'est un gaz, comme vous avez dit, qui est radioactif et d'origine naturelle. Il est présent partout dans notre environnement, que ce soit l'air, l'eau, les sols, et il provient de la désintégration, la décroissance de l'uranium et du radium, qui sont présents partout dans les roches, les sols, mais en des quantités extrêmement variables en fonction de la nature de ces roches. D'accord. Oui. Et donc en fait, le radon est un gaz. Une fois qu'il est produit par la décroissance du radium dans les roches, il va pouvoir se retrouver dans l'espace poral de ces roches et ensuite être transporté donc jusque par exemple l'atmosphère en fait. Voilà. D'accord. Alors je vous lance un petit défi. La décroissance, ça veut dire quoi? Si vous pouvez nous l'expliquer, voilà, un peu plus simplement. Alors
La décroissance radioactive, c'est lorsqu'un élément donc radioactif se transforme en un autre élément et émet une particule, donc un rayonnement. D'accord. Alors, parmi toutes les expositions à la radioactivité autour de nous, quelle part représente la part naturelle, l'origine naturelle? Alors, la radioactivité naturelle, elle est estimée environ elle prend une part de 2/3 de l'exposition totale au rayonnement ionisant en France. Ça, c'est l'estimation récente que l'on a faite. Et le radon, c'est 1/3 de l'exposition totale au rayonnement ionisant. Et c'est la source principale d'exposition au rayonnement naturel. D'accord, bon, on voit comme ça bien la répartition. Alors ce gaz, vous l'avez dit, il est présent un peu partout autour de nous, mais on le trouve quand même sur certains territoires plus concentrés qu'à d'autres endroits. Quelles sont les régions en France qui sont concernées ? Alors les régions les plus concernées, ce sont les régions où l'on trouve des roches qui contiennent plus d'uranium comparativement à d'autres. Donc ce sont les roches granitiques, essentiellement en France. Donc effectivement, le radon, on va le trouver plus dans le Massif central, en Bretagne, en Corse par exemple. D'accord. Alors on est justement sur cette carte. C'est l'IRSN qui met au point cette carte. Comment vous faites ? Oui. C'est à l'IRSN que la carte a été développée. Donc c'est une carte qui est fondée en fait sur la connaissance de la géologie, donc en fait la nature des roches, la teneur en uranium des roches, comme je viens de le dire, et puis la présence de certains facteurs géologiques autres qui favorisent en fait le transfert du radon depuis les sols, le sous-sol jusqu'à l'atmosphère. D'accord. Donc voilà. Et nous, si on veut aller consulter dans notre commune, si on peut être exposé ou si c'est une zone à fort potentiel radon, on peut le faire ça aussi ? C'est disponible ? Oui, alors exactement. Donc sur notre site internet, le site internet de l'IRSN, vous avez une petite application de visualisation cartographique de cette carte qui représente le potentiel radon des communes. Et en rentrant le nom de sa commune, en fait, on a en visu une visualisation, on va dire, de cette catégorie de potentiel. D'accord. Alors, une question peut-être un peu naïve, mais finalement, le radon, s'il est dans l'air, on peut avoir l'impression qu'il est dilué et qu'il n'est pas très dangereux. Alors, quel problème il pose finalement pour la santé ? Alors effectivement, dans l'air, l'atmosphère libre, l'atmosphère extérieure, le radon est très vite dilué. Mais il peut se concentrer préférentiellement dans les milieux plus confinés, comme les bâtiments, par exemple, où l'on passe beaucoup de temps. Et c'est un risque. Pourquoi on s'y intéresse en fait, c'est parce que il a été reconnu comme cancérigène pulmonaire certain depuis la fin des années 80. Donc c'est un risque, c'est un des facteurs de risque du cancer du poumon après le tabac, bien derrière le tabac, mais ce serait le second facteur de risque de cancer du poumon. Alors pourquoi ce risque ? Parce qu'en fait le radon est lui-même un élément radioactif. Le risque est lié à son inhalation. Comme c'est un gaz, et aussi parce que donc il produit des descendants particulaires qui forment des aérosols dans l'air et que l'on peut aussi inhaler. Et ces éléments particulaires sont eux-mêmes radioactifs. Donc lorsqu'on inhale le radon et ses descendants, les descendants peuvent se fixer le long du système respiratoire et l'irradier. Voilà pourquoi c'est un risque. Et est-ce que c'est la durée d'exposition ou la quantité à laquelle on est exposé qui pose problème ? Les deux jouent sur le risque de cancer pulmonaire. Donc le niveau d'exposition, donc la concentration radon à laquelle on est exposé, et puis le temps d'exposition. Donc le risque augmente avec l'exposition et le temps d'exposition. D'accord. Et est-ce qu'il y a une réglementation ou un seuil de référence à ne pas dépasser ? Oui, en France, il existe ce qu'on appelle un niveau de référence qui est de 300 becquerels par mètre cube. Donc, on mesure le radon
et on exprime sa concentration en becquerel par mètre cube. Et ce niveau de référence a été établi par les pouvoirs publics français à partir des recommandations internationales de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, et puis qui ont été reprises par une recommandation européenne. D'accord, merci. Donc ce niveau de référence, pardon, allez-y. Allez-y. Je voulais juste expliquer, donc un niveau de référence, c'est un niveau en dessous duquel il convient de se situer. Donc quand on dépasse ce niveau, et il est recommandé ou bien obligatoire, parce qu'il y a certaines obligations, notamment dans certains établissements recevant du public et certains lieux de travail. Donc à partir de ce niveau, il faut mettre en œuvre des solutions pour le réduire. D'accord, alors justement, je vais m'adresser à Caroline maintenant, parce que je voudrais savoir finalement comment on peut mesurer cette exposition au radon. Oui, alors pour la mesure de radon, on utilise des détecteurs, donc c'est des petits boîtiers noirs que vous pouvez voir à l'écran. Alors on ne le voit pas encore, mais donc c'est des petits. Il faut imaginer voilà exactement ce qu'on voit tout de suite à l'écran. Ouais. Donc c'est comme des petits films photos qui vont permettre en fait de capter les petites émissions alpha que le radon va produire. Et ça va produire en fait comme des petits trous, des petites traces en fait sur ces détecteurs. Donc on les place dans les pièces de vie, dans le logement. Ouais. Alors de préférence dans le séjour, dans les chambres à coucher, là où on passe le plus de temps. On les pose plusieurs semaines, donc au moins 2 mois en général, plutôt l'hiver, pour se situer dans les périodes où il y a le chauffage dans la maison. D'accord. Et là où on ferme les fenêtres, voilà, habituellement. Exactement. Et donc, en fait, c'est les conditions où il y a le plus de radon, normalement, dans l'habitat. Et une fois que cette période d'exposition est finie, on ferme le petit détecteur, on le renvoie au laboratoire qui le fabrique, et le laboratoire l'analyse. En fait, dans ses locaux, le laboratoire va compter en fait le nombre de petites traces qui ont été créées sur le détecteur. Ouais. Et ce nombre de traces est proportionnel à la concentration en radon. D'accord. Donc là, vous avez à l'écran plusieurs modèles de détecteurs qui existent sur le marché. Donc il y a plusieurs sociétés en France qui produisent ces petits détecteurs. C'est très facile de se les procurer. Les détecteurs se vendent en général par 3, par exemple. D'accord, donc on peut le faire chez nous si on a envie d'essayer. Exactement. D'accord. Voilà, pour quelques dizaines d'euros, on a un lot de 3. Ouais. L'analyse est incluse. Donc voilà, une fois qu'on a fini de poser le détecteur, on renvoie le détecteur et on reçoit le résultat. Et si l'analyse montre une forte concentration en radon, quelle est la solution alors ? Oui, alors donc il faut se dire qu'il y a toujours une solution. C'est pas une fatalité. Si on a dépassé le niveau de référence de 300 becquerels par mètre cube dans le logement, on peut agir en fait à 2 niveaux. En fait, on peut agir sur l'étanchéité du logement, puisque le radon provient du sol. On va agir en fait à l'interface entre le bâtiment et le sous-sol, donc essayer de s'isoler en fait par rapport à ce sous-sol. Donc améliorer tout ce qui est jointure au niveau des fissures, au niveau du type de sol. Si on a un sous-sol, par exemple, en terre battue, il faut essayer de mettre plutôt une dalle, de voir si les jointures autour des canalisations sont bien faites. D'accord. Et on peut aussi agir sur la ventilation. Donc la ventilation est un facteur important pour veiller à bien aérer en fait le logement, veiller à ce qu'il y ait bien de l'apport d'air neuf, et à ce que l'air puisse circuler le plus facilement au sein du logement. Donc veiller à ce que les réglettes, par exemple, ne soient pas obstruées, les réglettes aux fenêtres, les grilles d'aération. Très bien, merci beaucoup pour tous ces conseils, merci pour ces explications, merci en tout cas de nous avoir aussi rassurés sur ce risque naturel. Il y a des solutions, donc merci à toutes les deux, et maintenant je vous propose qu'on retrouve Fred en plateau.
Oui, merci mesdames. Alors, comment fait-on ailleurs pour donner le goût des sciences et intéresser les citoyens à la science, évidemment de façon ludique et agréable? C'est le tour du monde d'Élodie. Alors aujourd'hui, je vous emmène au Chili pour découvrir une initiative de culture scientifique en réalité virtuelle qui s'appelle Journey to the Center of a Volcano, en gros, voyage au centre d'un volcan. Grâce à la réalité virtuelle, ce projet a pour but d'embarquer les participants à l'intérieur du volcan et leur montrer leurs éruptions, leurs influences, la formation des volcans, leurs éruptions et puis aussi les influences positives ou négatives que ces volcans peuvent avoir sur les cultures. Alors au départ, ils ont commencé par une pop-up dans le métro où les gens sont tombés par hasard sur cette installation. Et puis, ils ont décidé de construire un petit camion qui va un petit peu partout dans le pays pour vraiment aller à la rencontre des gens un petit peu partout. Le but vraiment de ce projet, c'est d'aller aux gens sans attendre que les gens viennent eux-mêmes à la science et surtout d'offrir cette expérience de réalité virtuelle à des populations qui n'y auraient pas eu accès sinon. Aussi, ils ont une équipe de jeunes géologues pour s'occuper de tout ça, de ce petit camion, car l'idée de jeunes femmes géologues, car l'idée, c'est vraiment aussi de promouvoir la place des femmes dans la science. Alors, au départ, ce projet était vraiment prévu pour les adolescents et les enfants, et ils ont eu une énorme surprise quand ils se sont rendus compte que les participants les plus fidèles étaient en fait des adultes, mais aussi des couples qui venaient là en rendez-vous amoureux. Comme quoi, quand la science est bien présentée, elle peut vraiment intéresser tout le monde. Bah oui, ça marche bien. Merci beaucoup, Élodie. Et c'est l'heure maintenant de l'énigme du jour. Et aujourd'hui, elle vous est proposée par Sous nos pieds. En explorant les grottes de Lozère, une équipe de spéléontologues a fait une découverte incroyable en levant les yeux. Au plafond de la grotte, il y avait des empreintes géantes de dinosaures. Mais qu'est-ce que ces empreintes font là-haut? Les dinosaures marchaient-ils au plafond? Ou est-ce que la géologie nous permet de trouver une réponse beaucoup plus simple? Voilà, vous aurez la réponse demain à 17h30 dans cette émission. On vous dit au revoir, on salue nos invités qui ont été en duplex depuis leur centre de recherche. Merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps, vous nous avez appris plein de choses, voilà. Et puis, demain, on va où pour le grand quiz? En Occitanie. Occitanie. Et en deuxième partie d'émission avec nos invités, nous allons remonter le temps avec des projets innovants et novateurs, vous allez voir. Voilà, donc merci à tous. Merci beaucoup Guillaume. Merci à aussi à toute votre équipe qui était avec nous depuis leur voiture. On se retrouve demain à 17h30. Bye bye, ciao et vive la science.